Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Excellences, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, aux membres de l'Académie, pour m'avoir fait l'honneur de me recevoir dans cette académie que je connaissais déjà avant sa grande réputation. Je la connaissais par l'entremise de M. Amadou Mahtar Mbow, ancien directeur général de l'UNESCO, avec qui j'ai travaillé pendant 7 ans comme directeur pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Les réflexions de M. le secrétaire perpétuel me montrent le grand désir qui existe entre les peuples pour se connaître mieux. Et le fait d'organiser un séminaire le mois d'avril prochain consacré à l'Amérique latine mérite notre grande reconnaissance. Évidemment, nos peuples de l'Amérique latine, de l'Afrique et des autres continents ne se connaissent pas très bien. Et c'est pourquoi s'impose une culture de la paix. Et il n'y a pas une culture de la paix si on ne se connaît davantage. Cela dit, je voudrais aborder les sujets qu'on m'a donné pour élaborer à cette occasion. L'Amérique latine entre l'intégration régionale et la nouvelle politique des États-Unis. Tout à l'heure, on a vu, pendant la conférence de presse, comment ce monde en mutation nous impose des règles ou des habitudes qui autrement auraient été méconnues, qu'on reçoit avec stupeur. Imaginez-vous que ce matin, je prends la télévision et je vois que M. le Président des États-Unis, M. Donald Trump, avait viré son secrétaire d'État par Twitter. Vous vous imaginez? Le secrétaire d'État était en une tournée dans un pays de l'Afrique, je ne sais pas lequel, et il avait vu par Twitter qu'il n'était plus en fonction et qu'il était convoqué à retourner à Washington. Bon, ça c'est un petit détail pour voir dans le sujet de ma conférence comment c'est difficile d'établir des paramètres de conduite dans les relations bilatérales avec les États-Unis, spécialement dans ces moments. Bon, je crois que je vais commencer pour faire un bref aperçu historique et géographique de la région de l'Amérique latine. Je crois que parmi vous, il y a pas mal de personnes qui connaissent déjà les sujets que je vais aborder, mais toutefois, je vous donnerai mes propres opinions personnelles de cet aperçu géographique et historique de la région. L'histoire de l'Amérique latine suit l'itinéraire de 4 siècles de domination coloniale, notamment espagnole et portugaise, aboutissant à une libération qui se consolide encore. En effet, la saga de la conquête hispanique, initiée en 1592 avec l'arrivée de Christophe Colomb sur les côtes des Caraïbes, a résulté en une invasion violente et sanguinaire dans laquelle presque 12 millions d'indigènes furent littéralement exterminés au cours de successives incursions tout au long du continent. Il n'y a pas de comparaison par rapport au processus de colonisation en Afrique ou en Asie, parce que les conquistadores, à leur arrivée, trouvaient des empires parfaitement organisés, comme les civilisations mayas ou aztèques à Guatemala et au Mexique, ou encore comme les Incas au Pérou. Des campagnes militaires avec la complicité de l'Église catholique s'emparent des terres, des mines et des Indiens en les soumettant à l'esclavage. Les produits de l'exploitation intensive des ressources naturelles, spécialement des minéraux tels que l'or et l'argent, entre autres, furent transportés en métropole pour enrichir les monarchies en place. Les palais qu'on peut encore admirer à Séville ou à Madrid
témoigne de la grandeur d'une époque connue comme les siècles d'or. Dans ces circonstances, un jeune Vénézuélien nommé Simón Bolívar fait son apparition historique. Alors qu'il était encore boursier en France, il admirait déjà le génie de Napoléon Bonaparte et rêvait de gloire dans la lutte contre le royaume espagnol pour l'indépendance des colonies d'Amérique. À son retour à Venezuela, Bolívar, il organise son armée de libération et pendant sa courte vie, il meurt à 47 ans. Il commande 472 batailles, toutes victorieuses à l'exception de 6 déroutes. Il est le libérateur de 5 nations, Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou et Bolivie. Dans sa vie, il parcourt 123 000 kilomètres à cheval. Homme d'État, il devient président de 5 pays. Écrivain, il laisse 92 proclamations, qui sont des pièces oratoires, et 2632 lettres. Mais la libération du joug espagnol et l'instauration des États républicains s'avèrent des qu'un pas vers une véritable émancipation. Les pays libérés tombent rapidement dans des dictatures militaires soumises au diktat des pouvoirs européens d'abord et plus tard à celui des États-Unis d'Amérique par l'entremise de ces compagnies multinationales, moteurs de ce qu'on appellerait l'impérialisme américain. Je m'arrête ici pour faire une réflexion de ce qui s'est passé dans mon propre pays, la Bolivie. La Bolivie, son nom le dit, Bolivie, vient de Bolívar. C'est-à-dire, Bolívar était le premier président de mon pays, de la Bolivie, qui achève son indépendance en 1825. Toute cette réflexion historique que j'ai faite a à voir beaucoup avec ce qui passe actuellement en Bolivie. En 2006, pour la première fois, un indigène, un indien bolivien, M. Evo Morales, gagne la sélection démocratique dans mon pays. Bien que la Bolivie, il y a une majorité, 60% de la population, sont les descendants des Indiens Quechua, et Aymara. Alors c'était une nouvelle véritablement, un tsunami électoral. Personne ne pensait que ça pourrait arriver. Et lui, tout de suite, il adopte un discours anticolonial, bien entendu. Il veut entamer un processus de décolonisation. Moi, j'ai un ouvrage qui s'appelle « De la révolution à la décolonisation ». Parce qu'en Bolivie, il a eu une révolution sociale en 1952, justement en faveur de la masse indienne de la population majoritaire. On a fait des réformes sociales, la réforme agraire, on a doté des terres aux paysans, mais ce n'était pas suffi. Ce n'était pas suffi parce que les Indiens continuaient à être, si bien non exploités comme à l'époque de la colonie espagnole, mais ils étaient des citoyens de deuxième catégorie. Ils votaient aux élections, mais ils n'étaient pas élus. Alors cette sorte de démocratie n'était pas ce que voulait la grande masse de la population. Parce que dans la vie du peuple, le fait d'avoir une bonne économie, d'avoir du pain, des toits, d'emplois, ce n'est pas suffisant. Aux nations, comme dans les individus, il faut qu'il existe le thymus, qu'on dit en grec, la dignité. Et la dignité, seulement on peut avoir si on est en exercice de plein droit, plein de ses droits. Alors, M. Morales, son procès de décolonisation, il y a 12 ans qu'il est au pouvoir,
n'est pas arrivé à la fin. Qu'est-ce qu'il a fait? Et de là-bas, je viens à la réflexion de M. le secrétaire perpétuel. Une première mesure était la République de Bolivie, c'est une république pour tout le monde, exception faite pour les Indiens. Parce qu'en Bolivie, il y a 36 nationalités, entre guillemets, parce que sont des petites nations indigènes, mais des nations qui ont sa propre culture, sa propre langue, son propre style de vie, enfin. Alors, on a changé la constitution de la Bolivie, et maintenant, il ne s'appelle plus République de la Bolivie, il s'appelle État plurinational de la Bolivie. Et ils reconnaissent l'existence, la cohabitation de 36 nationalités. Il y a, par exemple, pour l'anecdote, une nationalité de 200 personnes. 200 personnes, mais ils ont des droits. Ils ont les droits, les 200 personnes, à avoir sa propre langue, sa propre coutume culturelle, etc. Ça, en théorie, fonctionne et ne fonctionne pas. C'est très difficile de respecter toutes les différences culturelles. Et ça aussi revient aux réflexions de M. le secrétaire perpétuel, parce qu'à l'UNESCO, en 2005, on avait souscrit la Convention de la diversité culturelle. Et ça a beaucoup de voix à voir, parce que vous savez qu'il y a une avalanche de monde anglo-saxon spécialement pour couvrir tous les aspects de la vie culturelle de la planète. Et alors, c'est une sorte de défense, la préservation de notre langue maternelle, la préservation de notre propre culture. Avec ça, je vais entrer au sujet qu'on m'a recommandé. Qu'est-ce que c'est les relations avec les États-Unis d'Amérique? C'est difficile d'avoir comme voisin la première puissance économique, militaire, même culturelle du monde. On disait parfois que c'est comme si on était couché avec un éléphant. Si l'éléphant se fait un petit mouvement au lit, vous pouvez être écrasé. Alors, être voisin des États-Unis, ce n'est pas toujours confortable. Il avait un président mexicain, si vous avez vu, c'est Porfirio Díaz, qui disait de Mexique, pauvre Mexique, pour Mexique, si loin de Dieu et si près des États-Unis. Et ça, maintenant, avec la éruption de M. Trump à la présidence, on croit qu'il avait raison. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec les États-Unis? L'ingérence américaine dans le passé et la réalité aujourd'hui. C'est le président Thomas Monroe qui, en 1823, dans sa célèbre doctrine Monroe, qui face aux menaces des puissances européennes, proclame carrément « L'Amérique est pour les Américains ». Finalement, les États-Unis établissent une sorte de tutelle dans les domaines politiques et surtout économiques dans le reste du continent. Dans ce contexte, les entreprises capitalistes américaines s'emparent des ressources naturelles de la région, aussi bien dans le domaine minier que dans l'agriculture. La United Fruit Company fut l'exemple le plus emblématique, avec des milliers de hectares de terres agricoles exploitées, notamment en Amérique centrale. Et pour mieux contrôler ces exploitations, Washington manipule le pouvoir politique en plaçant des militaires asservis à leur cause à la tête de plusieurs États. Devenus des dictateurs, ceux-ci sont des figures légendaires du folklore politique. Les généraux Estrada au Guatemala, Carillas à Honduras, Trujillo en République dominicaine, Somoza en Nicaragua et Fulgencio Batista à Cuba sont quelques exemples. Ici, en petite parenthèse. Avant, le dictateur Fulgencio Batista à Cuba avait été renversé par Fidel Castro en 1959.
Et pour cause, parce que Cuba était devenu un pays, une sorte de colonie américaine, de colonie de vacances, où il y avait des membres de la mafia bien instaurés. Le peuple cubain souffrait l'oppression américaine très proche. C'est pour ça que Fidel Castro a eu la chance de compter avec l'appui populaire et a pris le pouvoir sans grande difficulté. En 1960, un événement singulier esquisse un espoir de meilleures relations entre les États de l'Amérique latine. Un jeune homme libéral vient d'être élu le 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. On est en 1960. Au zénith de la guerre froide, dans des circonstances où tous les coups sont permis, il doit faire face au défi que représente la révolution cubaine. Presque avec Kennedy, la prise de pouvoir de Castro est plus ou moins simultanée. 1959, dirigé par Fidel Castro sur son île, qui est située seulement à 120 km des côtes américaines. D'abord, Kennedy entame une politique de séduction vis-à-vis l'Amérique latine, moyennant une proposition de coopération dénommée Alliance pour le progrès, une décision spectaculaire dans laquelle Washington débourse 10 000 millions de dollars. À l'époque, c'était plus ou moins 2 fois le plan Marshall, alors une somme assez importante. Simultanément, persuadé de l'imminence d'un péril, Kennedy autorise une opération clandestine d'invasion à Cuba, où les États-Unis n'interviennent pas avec leurs propres forces, mais où les protagonistes des conflits sont des exilés cubains. Parce qu'une fois que Castro est au pouvoir, tous les couches riches de la population quittent l'île et migrent vers les États-Unis, notamment vers l'État de la Floride. Le 19 avril de 1960, les 1400 combattants se rendent aux forces de Fidel Castro, c'est-à-dire l'invasion militaire appuyée par les Américains n'a pas eu de succès. L'invasion a échoué. Cette tentative d'invasion fut la plus grande erreur du jeune président américain. Évidemment, pour comprendre l'attitude de Kennedy, il faut se mettre dans la circonstance de la guerre froide. Ce grand manichéisme où l'Occident avait toujours raison et les côtés du monde soviétique avaient toujours tort. Alors, plus tard, ce n'est pas fini la relation de Castro avec Kennedy. Fidel Castro disait qu'il a eu au moins 300 tentatives d'assassinat, d'homicide. L'homicide poussé par les services secrets américains. Mais le plus grave, pas seulement pour les relations de l'Amérique latine et les États-Unis ou les États-Unis avec Cuba, mais pour l'humanité tout entière, c'était la fameuse crise des missiles. Ça s'arrive en octobre 1963, la crise des missiles entre les États-Unis et l'Union soviétique. Ces règles pour le démantèlement des bases russes à Cuba et la garantie de Washington de ne plus intervenir militairement dans l'île. C'était des jours véritablement dramatiques. Si on révise l'histoire, les archives qui sont maintenant ouvertes aux États-Unis, et avec Internet, vous pouvez taper sur Google et vous verrez, c'est extraordinaire. Le monde était véritablement au verge d'un cataclysme qui aurait fini avec la planète. Parce que tous les deux superpuissances avaient un défi de qui pourra agir les premières. Et les deals qui fait les États-Unis avec l'Union soviétique, c'est très simple. Vous enlevez votre base militaire de Cuba et on fera de même de notre base militaire de Turquie. Et en plus, on garantit qu'on ne touchera pas Castro. Pas plus des invasions à Cuba et on laissera la révolution cubaine son cours. Ça, cela dit, Cuba devient une sorte de satellite des empires
du monde soviétique, de l'Union de Moscou. Mais dans ce contexte, aussi, il commence à exporter sa révolution. Elle envoie des groupes de guérilla au Venezuela, à Colombie, au Pérou. Castro n'était pas tranquille. Et parmi tous ces exploits, il y a un qui a frappé beaucoup ma attention. Castro, pas seulement content d'intervenir dans les autres pays d'Amérique latine, il croit bon d'exporter cette révolution en Afrique. Et il envoie une force expéditionnaire, on parle de 1975, à Angola. J'ai écrit un livre sur le sujet et j'étais admiratif de savoir qu'une petite île de Caraïbes peut envoyer une armée, véritablement une armée, en Afrique, à l'autre côté du monde. Et là, ma thèse était, j'ai fait beaucoup de recherches au respect, que Castro, à cette époque, n'avait pas demandé la permission de Moscou. Les Russes se sont surpris, comme les Américains, quand il avait déjà des combattants cubains en Angola. Et en novembre de 1975, les forces cubaines contribuent décisivement à l'émancipation d'Angola, du yugo portugais, bien entendu, et l'instauration de l'MPLA, le Mouvement populaire de libération nationale, qui continue jusqu'à maintenant au pouvoir. Aussi, il contribue, les forces cubaines, à l'émancipation de Southwest Africa, SWAPO, maintenant s'appelle Namibia. Il contribue à la fin de l'apartheid, à la libération de Nelson Mandela. Sa contribution était véritablement grande en Afrique. Et vous serez surpris de savoir que pendant les 15 ans, des troupes cubaines autour des rôles, en tout, il avait des troupes, 318 000 Cubains combattants en Angola. Mais imaginez, ils sont venus par avion de fortune, par bateau, etc. Et autour des rôles. Qu'est-ce que c'est l'intérêt de Castro pour faire cette chose? D'abord, Castro devient un joueur de grande ligue, parce qu'avant, il était un communiste, etc., mais on le voyait comme un leader modeste latino-américain. Mais si vous savez, si comme Castro a fait, on est converti en un leader intercontinental qui a des influences en Amérique latine et aussi en Afrique, rappelons que ce n'est pas seulement Angola. Castro avait des petits contingents militaires dans 12 pays de l'Afrique. Ce n'est pas seulement en Angola qu'il a eu des succès militaires, mais aussi dans la guerre d'Éthiopie et Somalie, dans la bataille de Ougaden. Ce sont les forces cubaines qui avaient participé activement là-bas. Tout ça dit, Cuba devient un acteur incontournable dans la scène internationale. Il était véritablement un pays d'influence marquante dans les affaires du monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé dedans l'Amérique latine? D'abord, Cuba était l'État paria. On avait forcé à rompre les relations diplomatiques à tous les pays de la région. Tous les pays ont rompu avec Castro, sauf Mexico. Mexico continue. C'était le seul point de relation avec La Havane. Alors, dans ce contexte, il y avait évidemment des pays qui devaient prendre position, et la plupart des pays de l'Amérique latine ont pris position du côté des États-Unis, et pas de Cuba. Dans ce contexte, je vais revenir à ce que m'a demandé les efforts d'intégration régionale. Évidemment, tout le monde se demande comment l'Europe a pu faire développer dans une unité
Ce sont des peuples parfois qui ont de différentes langues, parfois de différentes religions, qui ont eu des guerres terribles, non, la France contre l'Allemagne, etc. Et l'Amérique latine, qui ont une langue, une religion, un Weltanschauung pareil, ne peut pas s'unir. Parce que, évidemment, il y a quelques discordes. La première, dans les temps modernes, c'est la question idéologique de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis. Mais aussi, l'Amérique latine, c'est un continent dispar. Il y a 34 pays, si on compte les îles de la Caraïbe. Il y a des pays grands comme le Brésil, non, qui est un sous-continent, l'Argentine, au Mexique, et il y a des petits pays comme la République dominicaine, l'Haïti, etc., etc. Alors, ce n'est pas tout pareil. Le niveau de développement économique, non plus, ce n'est pas pareil. Et même, dans un même pays, vous savez, le Brésil, le nord-est du Brésil n'a rien à voir avec le sud du Brésil. L'écart économique est très grand, l'écart social aussi. Alors, c'est pour ça, et pour des autres raisons, des petites querelles parochiales qu'on n'a pas pu véritablement s'intégrer. Mais on va voir qu'est-ce que sont les institutions d'intégration. On a l'Organisation des États américains, que c'est la plus vieille organisation régionale. 34 États de l'Amérique, les Caraïbes inclus, font partie de cette organisation, fondée un siècle dernier, le siècle dernier. Ayant pour siège Washington, celle-ci était souvent suspectée d'être soumise au diktat du département d'État. Par exemple, en 1963, Cuba fut expulsée de l'OEA et ne fait plus partie jusqu'à présent. À part son rôle politique, la OEA, comme on la connaît pour son acronymique, s'occupe aussi de modestes projets d'éducation, de santé, entre autres. Les courants gauchistes latino-américains appellent ironiquement à l'OEA comme le ministère des colonies des États-Unis. L'OEA est impuissante face au conflit interétatique dans la région. Et ça, je vous dirais, par exemple, dans ces moments, je vais quitter Rabat après-demain et je vais me rendre en Hollande à la Cour internationale de justice. Parce qu'on a un litige, la Bolivie, contre le Chili. Bien que je ne suis pas part de la délégation de Bolivie, j'ai quitté le gouvernement il y a longtemps, mais je vais aller en tant qu'observateur. Vous voyez, il y a aussi des autres problèmes limitrophes dans les autres pays de l'Amérique latine, et ça, c'est évidemment une contrainte pour avoir une intégration régionale bona fide. On a une autre institution, le Sommet des Amériques. Les 13 et 14 avril, à Lima, la capitale du Pérou, il aura lieu ce sommet des Amériques avec les 35 États latino-américains, plus les États-Unis et Canada. C'est tout l'hémisphère qui se va réunir là-bas. Cuba, qui avait été exclue en 1963 de l'OEA, est partie de cette bombe. Alors, si M. Trump ne change pas d'avis et il vient à ce sommet, sera la première fois qu'il devra rencontrer Raúl Castro, le frère de Fidel Castro, qui a 86 ans, il continue d'être président de Cuba, mais il va quitter ses fonctions fin avril pour donner lieu à un autre homme qui n'est pas de la famille Castro cette fois. Mais dans ce sommet, il aura aussi des problèmes. Il y a le Venezuela. Vous êtes au courant que c'est un pays au bord de la faillite économique. Il y a un chaos politique notable là-bas. Il aura des élections le 20 mai au Venezuela. Elle est soutenue seulement pour la Bolivie, le Nicaragua et Cuba, bien entendu. Mais le reste des pays latino-américains sont contraires à la politique de M. Maduro, l'actuel président de Venezuela. Donc, les organisateurs du Sommet des Amériques l'ont exclu, l'ont déclaré persona non grata.
Et le président vénézuélien a dit, peu importe, je fais partie de l'Amérique et j'irai, avec ou sans invitation. Donc, soyez attentifs parce qu'il y aura des incidents diplomatiques très forts dans ce moment. Le sommet des Amériques, il était créé il y a en 2002 avec l'intention de faire une énorme ère de libre-échange des Amériques. Malheureusement, ça n'a pas abouti à bon résultat et on a essayé de faire des intégrations régionales, oui, mais sans les États-Unis. Parce qu'évidemment, la asymétrie est très grande. Non? Alors, il y a eu des autres efforts que je dirai plus tard. On a aussi un autre effort d'intégration, c'est le sommet des États ibéro-américains. Ça se réunit tous les 2 ans, les pays latino-américains, plus l'Espagne et le Portugal. C'est pour ça qu'on appelle les États ibéro-américains. Le siège de la OEI, comme on s'appelle, est situé à Madrid. Il y a aussi l'Organisation d'États des Caraïbes orientales, c'est-à-dire les Caraïbes. Comme vous savez bien, il y a 14 pays, 14 îles, la plupart des anciennes colonies anglaises, West Indies Federation. Ils parlent l'anglais, ils ne parlent pas l'espagnol comme le reste de la région, et ils ont des organisations à part. Ils ont sa propre organisation des États caribéens. La plus forte effort d'intégration, spécialement économique, c'est ce qu'on appelle le Mercosur, le marché du Sud. Il est composé par le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Le Mercosur, la Bolivie et le Chili sont des observateurs. Le Mercosur a fait des accords de libre commerce avec beaucoup de régions et de pays, et il a dans ce moment une controverse avec l'Union européenne, parce que le Mercosur est grand exportateur de viande bovine. Et évidemment, les agriculteurs français et autres ne sont pas d'accord en ouvrir ce marché aux produits que viennent du Mercosur. Il fait une grande concurrence. Un autre effort d'intégration, c'était la communauté andine des nations, CAN. Ce sont les pays dites andins, en allusion à la Cordillère des Andes, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Chili. Le Venezuela a quitté le camp les années 90, mais son siège est à Lima et il n'a pas eu de grands résultats. Il y a la ALADI, Association latino-américaine d'intégration, que c'est une association aussi pour la promotion des échanges commerciaux entre les pays de la région. Et il y a des accords d'intégration dans l'Amérique centrale, les CARICOM en Caribéen, les NAFTA. Le NAFTA, c'est North America Free Trade Area. Ça a fonctionné avant Trump. C'est un accord du Canada, des États-Unis et du Mexique. Il a fonctionné parce qu'il y a des entreprises américaines en profitant de cet accord, s'établissaient au Mexique, ils profitaient de la main-d'œuvre bon marché. Alors, ça marchait plus ou moins bien jusqu'à l'arrivée de Trump. Mais Trump, maintenant, il veut réviser cet accord. La OTC, Organisation des traités de coopération amazonienne, les pays qui sont riverains de la fleuve Amazon, ils ont fait cet accord. Bref, en matière économique, je vous ai cité une panoplie des institutions. Nous, les Latino-Américains, nous adorons faire des institutions. On fait une cérémonie d'inauguration, on approuve les statuts, les traités, et après, en réalité, il n'y a rien d'autre de concret. Alors l'intégration reste une lettre morte. Dans le contexte politique, là-bas, il y a beaucoup plus de dynamique. Il y a la ALBA, Alliance de libération bolivarienne de Nostra-Amérique. Il était fondé par le président vénézuélien Hugo Chávez,
comme j'avais évoqué avant la figure de Bolivar, quand dans l'Amérique latine, il y a pas mal de jeunes militaires qui croient aussi être un nouveau Bolivar. Et ça, c'était le cas de M. Hugo Chavez, qui avait fait cet effort d'intégration. Et encore, il marche. C'est une alliance politique. Ce sont les pays plutôt à gauche qui sont composantes de cette alliance ALBA. Mais ils ont incorporé quelques pays de la Caraïbe. La Venezuela est dans un état de faillite économique parce que M. Chavez, quand il est dans son vivant, il est mort, il avait fait des accords pour distribuer le pétrole vénézuélien à des prix très compétitifs, presque des cadeaux, dans la petite île des Caraïbes. Et de cette façon, il avait regroupé dans l'ALBA Granada, San Christophe Nevis, San Vincent, Grenadines, Santa Luz et Suriname. Ce sont des petits pays qui reçoivent pétrole, recevaient pétrole vénézuélien à moitié le prix des marchés. Par contre, il y a une autre agrupation politique de pays plutôt de droite, qui croient dans l'économie des marchés, etc., qui s'appelle l'Alliance des Pacifiques. Idéologiquement plus proche aux États-Unis, et les membres sont la Colombie, le Pérou, le Mexique et le Costa Rica. Une autre organisation, c'est l'UNASUR, Union des Nations Sud-Américaines. C'est une agrupation de tous les États sud-américains, sauf le Mexique, parce que le Mexique n'est pas sud-américain, il est dans le nord. Ça aussi, parfois marche, parfois ne marche pas. Les CELAC, il y a une communauté des États de l'Amérique latine et des Caraïbes. Il y a deux autres encore. Je vous fatiguerai si je vous dis toutes sortes d'organisations. Bref, l'effort d'intégration latino-américaine sont grandes. Il a l'aspiration, l'intention du gouvernement et l'aspiration des peuples. On n'a pas besoin de visa maintenant dans la plupart des pays latino-américains, mais on n'a pas d'avancée de barrières douanières. Mais en tout cas, les marchés pour les produits latino-américains, la plupart sont hors la région. On a un grand commerce avec Chine. La Chine est présente dans tous les pays de l'Amérique latine avec une force extraordinaire, la Chine. Et l'Amérique est un peu à reculer dans ses investissements en Amérique latine. On a des institutions financières assez fortes, la Corporation andine de développement ou la Banque interaméricaine de développement, qui sont chargées d'aider le développement économique de la région. On a aussi une Cour interaméricaine de justice et des parlements. Il y a les parlements de Mercosur, etc. Bref, il y a toute une architecture organisative et structurelle, mais ce qui manque, c'est les contenus et les résultats de tous les programmes de gouvernement. En conclusion, la quête d'intégration régionale de l'Amérique latine est une préoccupation permanente des gouvernements et une très chère aspiration des peuples. Mais les contraintes pour parvenir à cet objectif sont de nature géographique, politique et économique. Nous avons vu que, par exemple, les pays d'Amérique centrale ont mis en place leurs propres institutions. Ceux de l'Amérique du Sud ont également les leurs. Les îles des Caraïbes suivent la même trajectoire. Le Mexique considère, lui, faire partie de l'Amérique du Nord. D'un point de vue économique, le Mexique fait partie, comme j'ai évoqué tout à l'heure, de NAFTA, avec les États-Unis et le Canada. Un dénominateur commun, le désir des Latino-Américains de s'émanciper de la tutelle de Washington. Ça, c'est évident. À l'instar de la CELAC, qui a réussi à incorporer comme membres tous les pays de la région, à exception faite des États-Unis et du Canada. Mais cette plateforme est davantage symbolique que réellement effective. L'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis n'a pas facilité les relations avec le reste du continent. Au contraire, son initiative de bâtir un mur à la frontière avec le Mexique a exacerbé la méfiance. Une autre contrainte pour atteindre cet objectif est le manque d'intégration
entre les grands pays tels que le Brésil, l'Argentine ou le Mexique. C'est-à-dire, à l'intérieur de chaque grand pays de l'Amérique latine, il n'y a pas une intégration nationale. Alors, mal on peut parler d'une intégration régionale. Dans ces pays, comme dans les autres, la fossé entre riches et pauvres est très grande. Ça, c'est véritablement préoccupant. L'inclusion sociale est un problème non résolu. Ces organisations d'intégration ne contribuent pas pleinement à leur objectif initial. Toutes les régulations produisent jusqu'à aujourd'hui davantage de bureaucratie que de véritables mesures de coopération. Pour résumer, l'intégration régionale a encore un long chemin à parcourir. Pour Washington, ce n'est pas un objectif prioritaire dans sa politique extérieure. Alors, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, j'espère avoir vous donné un aperçu des sujets qui m'ont été encommandés, que c'était des commentaires, l'Amérique latine entre l'intégration régionale et la nouvelle politique des États-Unis. Cela dit, puisqu'on n'a pas beaucoup d'espoir à faire une relation productive bilatérale entre les États-Unis et l'Amérique latine, à mon avis, il faut penser, voir avec un horizon plus grand. C'est pour ça que je me réjouis que le Maroc s'intéresse en Amérique latine, parce que le temps est venu de faire de nouveaux amis. Merci, monsieur, merci.